Nous allons maintenant aborder la communication suivante qui va être présentée par M. Hamza Boukari, qui est à droite. Monsieur, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Je m'excuse par avance des 5 minutes que je pourrais éventuellement déborder. Je voudrais remercier l'Université de Lomé et toute l'équipe d'organisation des États généraux de l'ECO. Beaucoup de choses ont été dites sur le plan technique, donc je vais apporter un regard critique et transversal d'historiens et de militants panafricanistes sur la philosophie des débats en cours, en partant du postulat que si nous voulons changer de monnaie, nous devons effectivement changer de récit, et que pour le moment, le récit de l'ECO est encore loin du récit panafricain. Quand quelqu'un fait semblant de mourir, il faut faire semblant de l'enterrer. Mais on ne peut pas l'enterrer sans vérifier ce qu'il a dans les poches. Le franc CFA est le dernier avatar historique de toute une économie de prédation qui ne peut échapper à un procès au seul motif que sa disparition serait annoncée. On ne peut pas effacer d'un trait les fortunes colossales et les misères abyssales que ce système a pu produire depuis le dédommagement des propriétaires au moment de l'abolition de l'esclavage. La question très concrète et très politique des réparations, qui est à l'agenda du panafricanisme, notamment dans les pays de la Caraïbe, inclut aussi le bilan économique et monétaire. Les réparations ne sont ni un plan Marshall, ni une charité, mais une stratégie de déconnexion de l'économie de traite coloniale dans le cadre d'une renaissance économique que les Africains doivent eux-mêmes penser. Ceci dit, nous sommes aujourd'hui au Togo, sur une côte ouest africaine depuis laquelle l'esclavage et le colonialisme ont été les deux moyens les plus rapides pour l'Europe de réaliser son accumulation capitaliste entre le XVe et le XXe siècle. L'ouvrage de l'historien Walter Rodney sur comment l'Europe a sous-développé l'Afrique explique parfaitement comment l'Afrique a perdu son indépendance économique et ses systèmes monétaires durant cette période, et comment cette accumulation a créé pour l'Europe des marchés extérieurs que sont les colonies, qui servent de débouché à sa production industrielle. Cette production industrielle a soutenu la croissance économique et démographique de l'Europe. Cette conjoncture économique et démographique est en train de s'inverser au XXIe siècle, peut-être en faveur de l'Afrique. Cependant, depuis la décolonisation survenue au milieu de la période des 30 Glorieuses, la division internationale du travail continue de maintenir l'Afrique dans une situation de pourvoyeuse de matières premières, dans un mécanisme de la dette qui asphyxie son économie, dans une position géopolitique qui fait qu'elle est trop souvent analysée en fonction de la guerre économique que se livrent les puissances occidentales et orientales. Rappelons par exemple que le premier projet d'intégration économique de l'Europe contemporaine, théorisé dans les années 1920 par Koudenov-Kalergi, repose sur le concept politique et industriel de l'Eurafrique, qui sera repris sur le plan culturel par le président poète sénégalais Léopold Sédar Senghor. Durant la guerre froide, l'Eurafrique devait constituer le bloc géo-économique franco-africain entre l'Est et l'Ouest. Mais le projet de l'Eurafrique divise. Soutenu par Félix Houphouët-Boigny dans sa forme plus connue de la France-Afrique, le projet de l'Eurafrique reçoit l'opposition des Africains anglophones qui préfèrent séparer l'intégration africaine de l'intégration européenne. L'Eurafrique les concerne d'autant moins que Londres ne fait pas partie de l'Europe des six et que le premier président de la Commission européenne, Walter Hallstein, rappelle qu'une association ne peut être fondée par des partenaires ayant une capacité économique et des ressources disproportionnées. Lorsque Londres intégra l'Union européenne, les anciennes colonies britanniques menacèrent de se retirer du Commonwealth si jamais elles devaient subir les conséquences économiques et commerciales du rapprochement de Londres avec le marché commun européen. La manière dont le Brexit amène Londres à repenser aujourd'hui ses relations économiques et commerciales avec l'Afrique est donc un élément qu'il faut aussi analyser concernant notamment le Nigeria et le Ghana. Londres et Paris suivent également deux voies différentes depuis 1960. Pour Londres, les indépendances marquent un retrait politique, monétaire et militaire immédiat qui préserve le Royaume-Uni de toute accusation d'ingérence, tout en assurant les intérêts économiques et commerciaux britanniques, plus importants que ceux de la France, dans le cadre d'un empire informel qui est assez proche du modèle que la Chine et les autres pays sans passif colonial majeur, comme la Russie ou la Turquie, pratiquent aujourd'hui. Revenons maintenant sur le panafricanisme exprimé par Kwame Nkrumah.
En juillet 1959, c'est bien avec l'aide de la Banque d'Angleterre que Kwame Nkrumah fonde la Banque centrale du Ghana. Nkrumah ne refuse pas de travailler avec les institutions bancaires de l'ancienne puissance coloniale, mais il s'engage à prendre le plus tôt possible l'indépendance et le libre gouvernement économique et financier. Le Ghana rapatrie ses réserves pour financer son secteur public et le secteur privé national, considérant que l'indépendance totale du Ghana est liée à la libération et l'unification de l'Afrique. Le concept de souveraineté chez Nkrumah est continental et il passe par un soutien financier au mouvement anticolonialiste. La monnaie sert donc à financer une diplomatie et une politique étrangère. Autrement dit, la souveraineté, c'est lorsque l'endroit où vous mettez votre argent est en accord avec vos opinions politiques. Accra participe largement au premier budget de la Guinée indépendante de Sékou Touré, avec déjà la conviction que l'érection d'une zone monétaire africaine, à partir de l'abolition de la zone franc et de la zone sterling, relève d'une décision éminemment politique. 4 ans plus tard, lors de la création de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963 à Addis Abeba, Nkrumah défend son projet d'un gouvernement continental. Il résume l'architecture du projet en une seule phrase. Cette union, nous devons la réaliser sans sacrifier nécessairement nos diverses souverainetés, grandes ou petites. Nous avons dès maintenant et ici même forgé une union politique fondée sur une défense commune, des affaires étrangères et une diplomatie commune, une nationalité commune, une monnaie africaine, une zone monétaire africaine et une banque centrale africaine. Fin de citation. Notons que Nkrumah ne précise pas si la monnaie africaine est unique ou commune. Cette phrase, qui devrait être gravée sur le fronton de toutes les institutions africaines, n'emporte pas l'adhésion des autres chefs d'État malgré les applaudissements discrets. Au contraire, d'une part, le continent africain va produire un nombre impressionnant d'organisations régionales ou sous-régionales, et d'autre part, les pays africains peinent à réaliser individuellement leur développement car ils restent, pour reprendre le titre d'un autre livre de Nkrumah, piégés dans le néocolonialisme, dernier stade de l'impérialisme. Dans ce livre écrit un an avant son renversement en 1966, Nkrumah, qui salue par ailleurs la création de la Banque africaine de développement, souligne que, je cite, « Pour se rendre attrayant à ceux sur qui il s'exerce, ce système néocolonial doit se montrer capable d'élever le niveau de vie des populations, tandis que le but économique qu'il recherche est de le diminuer dans l'intérêt des pays développés. » En réalité, Nkrumah parle ici du fait que le capitalisme cherche à surmonter chacune de ces crises en essayant à chaque fois de se donner un nouveau récit historique progressiste. Et l'Afrique est régulièrement le lieu de production de ce récit. Un exemple récent est la manière dont, derrière la pandémie du Covid, il y a une crise du capitalisme qui conduit à vouloir faire de l'Afrique un espace moteur de la relance du capitalisme, comme l'a montré le dernier sommet de Paris. Un autre exemple est qu'une certaine historiographie bourgeoise plus ancienne explique par exemple que le capitalisme, en élargissant le salariat, aurait permis d'accélérer l'abolition de l'esclavage. Ce capitalisme repose sur une économie de monopole qui empêche réellement le développement des forces productives et prolétaires africaines et qui renforce le caractère spéculatif et extraverti de l'économie africaine. Le franc CFA est donc un mécanisme qui a entretenu ce récit, et il ne s'agit pas de passer d'une monnaie de servitude à une monnaie de prolétaires, mais d'identifier quel système pour écrire une autre histoire du développement dans le contexte du XXIe siècle avec les nouvelles technologies. Poursuivons sur le cas des pays francophones qui n'est pas non plus ignoré par Nkrumah. Dans un chapitre consacré aux zones monétaires et bancaires dans le livre sur le néocolonialisme, Nkrumah cite un groupe de recherche de la section économie de l'Université du Ghana qui déjà en 1965 fait remarquer que le trait le plus significatif des blocs monétaires de la BCEAO et de la BCEAC est que les réserves en devises des pays de la zone franc sont toujours détenues en France même. Elles sont évaluées pour chaque membre individuellement, mais ne peuvent être utilisées au-delà d'une certaine marge de crédit, déterminée dans chaque cas par un accord bilatéral avec le gouvernement français. La politique monétaire locale, le contrôle des échanges et des droits de douane doivent s'exercer à l'intérieur du cadre de l'allocation globale consentie par les Français. Fin de citation. Au contraire des Britanniques qui ont investi largement en dehors de leurs anciennes colonies, la France conditionne l'indépendance de ces anciennes colonies à la signature d'accords qui amputent leur souveraineté. Paris maintient des enclaves de souveraineté, notamment dans les îles de l'océan Indien et à travers les bases militaires qui lui valent le surnom de gendarme de l'Afrique et les critiques qui en découlent naturellement. Le cercle de gravité français permet toutefois d'incorporer les anciennes colonies portugaises de Guinée-Bissau et espagnoles de Guinée équatoriale dans la zone monétaire franc, et les anciens territoires belges du Congo, du Burundi et dans une moindre mesure du Rwanda, dans la francophonie.
approche militaire, monétaire et culturelle alterne entre rigidité et souplesse. Rigidité asymétrique, car la France demeure au minimum central, au maximum hégémonique dans plusieurs secteurs. Souplesse avec l'africanisation dans les années 70. À ce moment, des chefs d'État comme le Nigérien Amani Diori, le Togolais Gnassingbé Yadema ou le Congolais Mariane Gouabi, dont les pays regorgent de phosphate, d'uranium et de pétrole, réclament une réforme des accords monétaires. Le président Diori demande notamment à l'économiste franco-égyptien Samir Amin et à l'économiste canadien Rodrigue Tremblay de lui proposer un projet de réforme du franc CFA qui est ensuite soumis aux autres dirigeants de l'UMOA puis au président français Georges Pompidou. Parce que les États généraux de Lomé empruntent plus ou moins le même mode opératoire, je souligne que ma position sur le plan scientifique et politique rejoint celle de Samir Amin sur la déconnexion du marché mondial et le recentrage de l'Afrique sur ses priorités qui lui permettront de préciser les modalités de sa reconnexion. Sinon, nous serons toujours à la remorque. Dans ce mémorandum relatif à l'évolution souhaitable des objectifs, des structures et des mécanismes de la zone franc, c'est le titre, Samir Amin souligne que le système monétaire ne constitue qu'un instrument de la politique du développement et, au demeurant, un instrument d'une puissance relativement modeste, et que toute réforme monétaire qui ne serait pas accompagnée par un ensemble de mesures diverses de politique de développement est condamnée à l'échec. Samir Amin dénonce l'épouvantail de l'inflation, ainsi que le libéralisme outrancier qui, pour les pays de la zone franc, soumis à une orthodoxie financière du XIXe siècle, constitue un luxe insupportable et un obstacle majeur à l'accélération de leur développement. Pour l'économiste franco-égyptien, l'argument de la monnaie unique en zone franc n'est pas non plus un élément d'intégration, car c'est en partant, je cite, de la politique économique réelle, allocation des ressources, protection des industries, développement planifié des complémentarités agro-industrielles et industrielles entre les États, etc., fin de citation, que l'unité monétaire se construit et non l'inverse. Comme disait un intervenant, je crois que c'était Didier Akoueté, c'est le type d'économie qui détermine le genre de monnaie dont on a besoin. Sans entrer dans plus de détails, le rappel du rapport de Samir Amin permet de poser la ligne entre les partisans d'une simple africanisation de la politique monétaire exogène et les partisans d'une refondation totale du système sur une base endogène, puisque Samir Amin soulève la thèse de repartir sur des monnaies nationales avec une marge de manœuvre des pays francophones qui soit au moins égale à celle des pays anglophones. Cette thèse, que je crois avoir lu aussi chez l'économiste sénégalais Dongo Sambasila, à savoir la sortie du franc CFA par des monnaies nationales, peut sembler anti-panafricaniste ou anti-fédérale. Mais en réalité, des pays qui ont leur propre monnaie, comme le Ghana, le Nigeria ou l'Éthiopie, ne sont pas moins panafricains ou moins intégrés que des pays de la zone franc qui partagent la même monnaie sans en avoir le contrôle. Il est important de rappeler aussi que la monnaie n'est pas du tout le seul critère du panafricanisme. Le mémorandum présenté en février 1971 à Abidjan aux autres membres de l'UMOA est rejeté, sans surprise, par le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ainsi que par la Mauritanie qui va de toute façon sortir du franc CFA quelques mois plus tard. Le ministère français de l'Intérieur et le Quai d'Orsay auront ensuite la charge de surveiller les fréquentations et les travaux de Samir Amin, ce qui montre que tout le monde est bien dans son rôle. Un autre élément est que le profil très francophile des présidents africains qui interpellent directement le président français Pompidou à l'époque montre qu'il n'y a pas besoin d'être anti-français pour dénoncer le mécanisme du franc CFA. L'accusation d'anti-français pour discréditer les anti-CFA est donc tout autant caricaturale que la manière dont les anti-CFA peuvent devenir prisonniers de postures à fort enjeu médiatique. Le déroulé psychologique est toujours le même. Au début, les intellectuels et les militants qui dénoncent le franc CFA font sourire. Ensuite, ces intellectuels et ces militants sont perçus comme un danger. Et finalement, la cause devient une évidence, puisque ceux-là même qui se moquaient ou qui menaçaient finissent par annoncer eux-mêmes la fin du franc CFA, sans pour autant se convertir. On pourrait donc dire que la crédibilité de la décision politique est soumise au jugement de Frantz Fanon, qui disait que l'adversaire capitule, mais il ne se convertit pas. Et c'est la marque du capitalisme de ne jamais se convertir. C'est aussi un enseignement pour toute personne ou tout peuple qui se bat pour une idée, notamment les jeunes en formation universitaire. Si on se moque de vos idées, continuez. Si on vous intimide à cause de vos idées, continuez. Parce que vos idées, surtout si elles sont bonnes, sont en train de devenir une évidence. Et c'est là que se trouve la dimension psychologiquement libératrice du débat initié qui doit être élargi à d'autres secteurs comme l'alimentation et l'éducation. Et le panafricanisme doit être le cadre idéal plutôt que la cible de ce débat. Et il faut donc un panafricanisme solide et rigoureux.
et également des économistes audacieux. Une autre nuance, c'est que certains dirigeants ou militants parlent de réforme de la coopération monétaire à travers les instruments de gouvernance, quand d'autres parlent de changement des relations économiques à travers la réappropriation des ressources naturelles, ce qui sont deux choses différentes mais néanmoins liées. Depuis 60 ans, les présidents africains qui ont voulu gouverner ont toujours été confrontés à cette réelle politique entre ce qui relève des ambitions politiques et géopolitiques et ce qui relève des nécessités économiques et sociales. Certains ont tenté de conjuguer l'ambition politique étatique, notamment la gestion des dépenses publiques, avec la satisfaction des nécessités économiques et sociales des populations. Ils ont généralement emprunté une politique socialiste ou développementaliste. Sur ce point, en parallèle au lancement des intégrations régionales et à la tentative du plan de Lagos, les pays africains sont passés dans les années 80 sous la coupe des programmes d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale. Ces programmes, qui ont largement réduit leur souveraineté économique, ont entraîné un désastre social à tel point que les années 2000 marquent la mise en place de stratégies de réduction de la pauvreté pour combattre les conséquences des ajustements structurels. Croissance, oui, mais croissance de rattrapage. Développement, oui, mais développement du sous-développement. Ajouté à la tutelle monétaire française, l'accoutumance problématique à l'aide étrangère fait que certaines nécessités économiques et sociales deviennent politiquement humiliantes pour les États africains qui subissent une forme de castration, y compris sous un angle symbolique. Quant aux populations, notamment les paysans et les jeunes, les tutelles économiques nourrissent des réalités qui sont politiquement insupportables et qui conduisent à soulever la monnaie comme un problème structurel de souveraineté et de solidarité. Les jeunes qui se battent aujourd'hui contre le franc CFA sont tous nés après la dévaluation de 1994. La contradiction entre le politiquement humiliant expérimenté par les dirigeants et le politiquement insupportable vécu par les populations est à l'origine de débats frontaux, parallèles ou transversaux sur certaines questions. Quelle monnaie africaine pour changer une division internationale du travail qui laisse à l'Afrique un certain nombre de charges, y compris la charge environnementale, et qui offre au reste du monde un certain nombre d'avantages? Comment décoloniser plus globalement la monnaie en assurant une amélioration des conditions de vie des populations? Il s'agit aussi de ne pas isoler la monnaie de son cadre social en faisant croire aux populations que la solution relève du tout ou rien ou du à prendre ou à laisser. La souveraineté monétaire n'apportera pas le grand soir de la révolution, puisque d'autres problèmes qui nécessiteront d'autres colloques arriveront par la suite. Cependant, la monnaie est justement une occasion idéale pour relancer des processus d'intégration sur cette CEDEAO des peuples et pour construire de nouvelles formes de transactions sociales dans le cadre d'une alternative panafricaniste qui permettrait de ne plus avancer avec le frein à main. La contradiction entre le continentalisme et le régionalisme avait été contournée par la dialectique de l'intégration africaine avec les organisations intergouvernementales. La CEDEAO est probablement l'une des plus avancées sur le plan de l'intégration, mais à l'inverse de la SADC ou de la Communauté de l'Afrique de l'Est, elle est freinée par le thème de la décolonisation économique. Une croissance sans décolonisation économique n'est pas une croissance. Ensuite, les pays ouest-africains ont voulu combler les lacunes de leur souveraineté par des politiques d'intégration qui ne sont jamais assez fortes en raison de l'attachement à des souverainetés réellement faibles. Autant l'intégration européenne vise à canaliser la force des souverainismes européens, autant l'intégration africaine semble instrumentalisée sans renforcer les souverainetés africaines. Par exemple, l'absence de souveraineté monétaire fait que les pays UMOA n'ont justement pas, au contraire des pays anglophones, à défendre réellement cette souveraineté-là. Or, c'est en défendant ce que nous avons que nous parvenons à innover sur le plan de l'intégration. Et c'est un élément qui répond partiellement à la question de savoir qu'est-ce que le Nigeria a réellement à gagner. Nous ne pouvons mettre en commun que ce que nous possédons, et ce que nous ne possédons pas, il faut l'arracher. Parce que le panafricanisme est né dans la diaspora, une autre alternative pour lever la tutelle économique concerne, comme cela a été souligné, le poids des transferts d'argent des migrants et le rôle des diasporas dans le financement des économies africaines. En même temps, c'est aussi une partie très active de la diaspora africaine en France, en Belgique, aux Antilles, qui a contesté le franc CFA en utilisant l'économie et la communication digitale. Non négligeable sur le plan électoral, notamment français, cette diaspora n'utilise pourtant pas le franc CFA, mais elle y voit un parallèle avec la problématique de la vie chère, qui est une manifestation sociale de la dépendance économique et de la paupérisation. Des anecdotes comme l'impossibilité de changer le franc CFA dans un bureau de change à Paris traduisent aussi la marginalisation économique et politique des populations d'origine africaine en France,
par rapport à d'autres diasporas qui disposent d'une vraie reconnaissance économique. Nous devons donc avoir une monnaie africaine qui puisse voyager et qui puisse nous représenter dignement sur la scène internationale. Les peuples, surtout les nouvelles générations, ne suivront pas les États dans n'importe quelle aventure monétaire les yeux fermés. Outre le détournement du projet ECO de la CEDEAO, c'est aussi parce que la symbolique du changement de nom du CFA à l'ECO intervient avant même un changement de philosophie que les mouvements panafricanistes ont déjà fait le procès par anticipation d'un éco-CFA surnommé ici Éco-Macron. Le débat sur le nom de la monnaie reviendra nécessairement, surtout si le projet est repoussé aux années 2025 ou 2030, où le Ghana et le Nigeria auront d'autres présidents probablement. Nous avons aussi l'expérience d'institutions qui ont changé de nom sans que rien ne change fondamentalement au niveau des peuples. L'Organisation de l'Unité africaine est devenue l'Union africaine, mais les mêmes difficultés sont toujours là. La prochaine monnaie sera donc évaluée sur la base de ce à quoi doit servir une monnaie, sur le plan du fait social total, mais donc aussi sur la base du nouveau récit qu'elle porte pour l'Afrique d'aujourd'hui et demain. Quelle histoire sera écrite demain sur ce moment de transition économique et monétaire? Et sur ce point, si nous voulons que l'Afrique soit à l'heure sur son agenda 2063, c'est dès maintenant que les constitutionnalistes et les parlementaires africains doivent se pencher sur l'article ou l'alinéa présent dans la plupart des constitutions africaines concernant l'abandon possible d'une part de souveraineté pour construire l'intégration et l'unité africaine. Au regard de ce que représente le combat de la jeunesse et l'abnégation des sociétés civiles ouest-africaines, cet article sur l'intégration africaine doit être la base de la proposition de référendum au niveau de la CEDEAO et de l'Union africaine. Il est d'ailleurs important de rappeler en conclusion qu'à l'exception du Togo et du Cameroun, les États francophones ouest-africains et d'Afrique centrale, avant même les accords de coopération, ont pour véritable acte fondateur et institutionnel la loi cadre de 1956 qui procède à la balkanisation de nos territoires et le référendum de 1958 qui fonde la communauté et la 5e République française. Et il me semblerait historiquement plus légitime de refermer le chapitre par cette même méthode. Il s'agirait par la même occasion de libérer la France de son complexe colonial qui l'amène à se positionner sur les affaires africaines sans tenir compte des réalités locales, mais en tenant compte de son principal besoin, naturel pour l'économie française sans doute, de se positionner sur les économies africaines à fort potentiel, que sont notamment le Nigeria, le Ghana, le Kenya, l'Angola ou l'Éthiopie. La France ne peut plus continuer à instrumentaliser son histoire coloniale pour fuir les concurrences internationales présentes en Afrique, non pas parce que la Russie ou la Turquie nous manipulerait, mais parce qu'il y a une contre-histoire qui est produite aujourd'hui par les Africains et qui rejoint le débat sur les mémoires coloniales posées par les diasporas. L'histoire et la mémoire sont des prérequis de toute relation économique d'égal à égal. Ma conclusion est donc très simple. Toute réforme pensée et construite de manière non panafricaine pour éviter justement la remise en cause du système, pour rendre plus discrète la même ingérence, ne fera que retarder les projets d'intégration en cours depuis 60 ans. Le franc CFA est comme le mur au fond de l'impasse. Nous pouvons détruire ou passer par-dessus le mur avec une autre monnaie sans savoir ce qu'il y a derrière. Nous pouvons en sortir aussi par un repli stratégique, rebrousser chemin et nous appuyer davantage sur la longue histoire des systèmes monétaires africains pour penser la nouvelle monnaie de manière afrocentrée ou endogène. Qu'elle soit nationale, fédérale ou continentale, la monnaie est le résultat de processus et de luttes historiques. La monnaie que nous devons mettre en place doit donc marquer une rupture irréversible avec le temps colonial et ramener l'humain et le vivant au centre du tissu économique et socio-culturel de l'Afrique. Je vous remercie pour votre attention. Alors, nous remercions M. Hamza Boukari pour sa présentation sur le panafricanisme face aux tutelles économiques et monétaires. Donc, comme résumé, je vais relever quelques points de votre présentation. Vous avez fait l'historique de la relation entre l'Afrique et l'Europe en insistant sur les aspects d'intégration économique. Vous avez aussi présenté l'historique du panafricanisme en insistant sur les œuvres et les travaux du président Nkrumah, qui était un ancien président du Ghana. Vous avez aussi parlé du fait que dans la réalisation des œuvres, des travaux pour arriver au panafricanisme, le président ghanéen
d'alors, Nkrumah, n'avait pas bénéficié de l'adhésion ou bien du soutien de ses homologues francophones. Vous avez aussi dénoncé la gestion des réserves du franc CFA par la France. Et de façon générale, vous avez dit que sur la base d'un certain nombre, vous êtes basé sur un certain nombre d'auteurs et aussi vous êtes basé sur des exemples du contexte. Vous avez donc réuni un certain nombre de conditions nécessaires à réunir afin que la CEDEAO puisse réussir brillamment son projet d'intégration monétaire. Je pense qu'on a fait le tour des présentations. Je ne sais pas, on va aller à la pause et revenir. On continue. On continue avec les discussions ou bien... Alors, nous allons continuer les travaux sur CETAS 4, AS 4 qui concerne l'écho et les perspectives de développement de la CEDEAO. Nous venons de finir la première étape qui a concerné la présentation des communications. Nous allons à présent aborder le point 2 qui va concerner les discussions. Et donc, nous allons recueillir les questions des uns et des autres en groupe de 5. Donc, je donne la parole à... Merci, madame. Oh, ouais, Je suis un ancien assistant de Samir Amin, qui a été mon directeur de thèse en 1971, une thèse que j'ai soutenue à Dakar. Et j'ai suivi ce maître à penser pendant plus de 15 ans de ma vie. Et évidemment, je connais les travaux qu'il a pu faire sur les questions monétaires. Je voudrais simplement dire que ce sont des travaux qui datent et que le contexte a terriblement changé et que très probablement Samir, s'il était encore parmi nous, ferait une analyse fort différente. Ce qui me paraît important pour nos travaux, certes, le recul historique est important, mais il y a un certain nombre d'autres bouleversements qui sont intervenus très très récemment, surtout l'année 2019, et il me paraît utile pour nous, puisque nous sommes appelés à valider une feuille de route pour l'avenir, de parler d'aujourd'hui. En tout cas, en ce qui concerne les relations avec mon pays, je suis un des rares Français, comme je l'ai dit hier, dans cette Assemblée. Et ça fait 50 ans que je suis sur les questions africaines, en particulier sur les questions économiques. Et je voudrais dire deux, trois choses qui sont de nature peut-être à remettre en cause une analyse que je trouve parfois un peu rapide et que j'ai entendue tout à l'heure. L'Afrique, c'est 4% des échanges commerciaux de la France. Ce n'est pas un enjeu commercial aussi décisif que certains puissent le penser. L'Afrique, pour les investisseurs français, ça a été dit par notre collègue tout à l'heure, c'est l'Angola, c'est le Nigeria, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Kenya, avant l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale. Il y a eu un déplacement très très significatif en ce qui concerne les volumes d'investissement. On le sait, la France est déclassée même dans sa contribution tant à l'investissement, même si la France demeure le premier investisseur en termes de stock, mais en termes de flux, est très largement dépassée, évidemment par la Chine, évidemment par les États-Unis, évidemment par l'Allemagne, évidemment, et aussi par la Grande-Bretagne, sans parler de la Turquie et du Maroc. Donc, on n'est plus dans une situation néo-impérialiste telle qu'on pouvait l'analyser dans les années 70 avec une certaine justification. Une mise au point importante depuis l'euro, depuis le rattachement du franc CFA à l'euro, de l'ex-franc CFA à l'euro, tous les pays membres de l'euro bénéficiaient de la liberté de transférabilité de leur monnaie.
ce n'était pas une exclusivité réservée aux entreprises françaises, mais autant aux entreprises allemandes, italiennes, espagnoles. Tous les membres de l'euro pouvaient bénéficier du fait de ce rattachement et de la parité fixe qui pouvait présenter un avantage en termes de stabilité. Enfin, dernière chose, il est évoqué un nouveau narratif. Alors, il ne m'appartient pas, même si aujourd'hui je suis un universitaire totalement indépendant, mais il se trouve que j'ai été ambassadeur et que j'ai été directeur de la coopération française. Ce narratif, tel qu'il est raconté, me paraît un peu simpliste. Il a une part de vérité, bien évidemment, mais il oublie d'autres éléments beaucoup plus complexes. Et pour avoir été directeur de la coopération française, je peux vous dire que les centaines de milliers de Français qui sont venus en coopération dans Haïti, à Vanuatu, au sud-est asiatique, tout comme dans les pays africains, étaient animés par un véritable désir de contribuer à l'indépendance économique et politique des pays. Avec des exceptions, bien évidemment. Sur de telles cohortes, on peut identifier des individus. Cette histoire n'est pas racontée. Elle est actuellement à l'ordre du jour à l'École des hautes pratiques de Paris. Un certain nombre d'historiens commencent à travailler sur ce sujet, mais il y a une autre histoire que celle que l'on raconte et qui est celle caricaturée par cette expression d'Houphouët-Boigny sur la France-Afrique. Vous imaginez que je peux le dire avec un peu d'émotion. Quoi qu'il en soit, pour terminer cette brève introduction, cette brève remarque, la balle est dans le camp africain. Ne cherchons pas des boucs émissaires ailleurs. La balle est totalement à 100% en matière de décision, notamment sur les questions monétaires, dans le camp africain. Il ne reste plus qu'un cordon à couper, c'est celui de la garantie. On l'a dit hier, cette garantie a très peu joué dans le passé. Nous allons la couper. Dans le débat qu'il y a eu à l'Assemblée nationale et au Sénat français, la sortie de la zone franc a été adoptée à l'unanimité. Ce n'est pas un sujet politique en France. Il y a un accord total de la classe politique, comme des intellectuels, comme de l'opinion publique française, pour décrocher complètement, abandonner les symboles, c'est quasiment fait, et permettre à l'Afrique de se développer sur des bases qu'elle aura totalement décidées. Donc, je vous suggère, je vous demande de sortir d'une position qui me paraît un peu schématique sur cette relation France-Afrique. Aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui qui nous intéresse et c'est demain. Tous les instruments sont dans les mains des chefs d'État africains. Merci. Alors, merci, monsieur, pour votre intervention. Je dirais que